c'est bon. Bien, bonjour, merci à toi de participer à cette petite réunion, ce petit webinaire en live, un peu en différé. Du coup, on va se faire un entretien à deux de cette façon-là. Donc, je vais te laisser te présenter et je vais expliquer après pourquoi tu réponds présent à ce webinaire. Très bien. Merci Sébastien, merci de m'avoir invité à témoigner sur ce webinaire, sur un sujet qui m'intéresse grandement parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses à dire, mais finalement tout n'est pas forcément très clair. Du coup, moi je suis Nyangali Vajaobelina, je travaille en tant que neuropsychologue dans un centre de rééducation fonctionnelle. Donc, où on accueille des patients atteints de lésions cérébrales acquises. Je fais des bilans neuropsychologiques, des prises en charge. On fait aussi les évaluations de reprise de la conduite automobile, si c'est le projet du patient. Et puis des consultations post-AVC lorsqu'ils sont revenus à domicile. Donc voilà globalement ce que je fais ici. Très bien, merci. Du coup, on va surtout se concentrer sur tout ce qui est évaluation de la reprise de l'automobile, puisque c'est le sujet du webinaire euh, sur lequel on intervient. Déjà, question qu'on se pose, qui prévient le patient que son trouble cognitif l'empêche de reprendre correctement la conduite, en tout cas au jour d'aujourd'hui, quand il est là devant nous? Alors moi, j'en parle directement aux patients suite à mon bilan neuropsychologique. Si je vois qu'il y a effectivement des déficits qui peuvent impacter sur la conduite, ou s'il n'y en a pas, tout simplement, parce qu'en fait, dans la réglementation qu'on suit, à partir du moment où le patient est hospitalisé en rééducation, il doit passer par l'évaluation pluriprofessionnelle de reprise de la conduite automobile. Du coup, à chaque fois que je finis mon bilan et que je sais que le patient veut reprendre la conduite, je lui informe de la démarche et du fait que s'il a des troubles cognitifs, cela peut impacter sur la conduite. Alors, tu dis cela va impacter, ou alors tu lui dis clairement il aura des choses à mettre en place pour pouvoir reconduire sans avoir de problème juridique ou pénal, par exemple. Alors en fait, je lui dis que les troubles cognitifs peuvent impacter la conduite. C'est pourquoi il faut passer par une démarche d'évaluation pluriprofessionnelle dans le D'accord, cadre ok. de la... Ok. Mais donc, jamais tu leur dis très clairement, voilà, la loi dit que vous ne pouvez pas reprendre maintenant, parce qu'il y a toute une question de délai. Après, je suppose qu'ils sont en hospitalisation, le délai commence, enfin, se raccourcit puisque forcément il est déjà hospitalisé, donc là il ne conduit pas. Donc, ok. Et après, tout ce qui est médecin aussi, parce qu'à la fin, il y a quand même c'est quand même un médecin qui doit prendre la décision, c'est le médecin de la. Euh, de la préfecture. ouais, c'est ça, de la préfecture, ouais. Alors en fait, comment dire, je l'informe il doit passer par cette démarche parce que, en fait, comme elle n'est pas obligatoire, je ne peux pas lui dire qu'il doit la faire. D'accord, Donc ok. je le recommande fortement. Malheureusement, c'est ça qui est ambigu dans cette réglementation, c'est qu'ils sont censés la faire, mais elle n'est pas obligatoire. Ouais, j'ai vu ça justement dans les textes de loi, ils expliquaient bien clairement que on est censé être responsable de, enfin, de savoir si on se sent capable de. Oui, Si on a un doute, on doit pouvoir se faire vérifier ça par des médecins, si c'est à ce niveau-là. Mais c'est vrai que comme tu dis, il n'est pas marqué, il n'y a pas une obligation qui dit si vous avez eu ça, vous êtes obligé de. non. Mais dans tous les cas, dès que le patient passe par notre centre, on lui en parle et on lui recommande fortement de passer par cette démarche. Ok. Donc, on lui informe du fait qu'il va devoir passer une évaluation avec l'ergo, avec moi-même et avec le médecin. Et qu'à la suite de cette évaluation, on lui donnera effectivement un compte-rendu. On aura fait aussi un essai sur route, bien sûr. On lui donnera un compte-rendu sur toutes nos observations et après, il ira avec ce compte-rendu auprès du médecin agréé de la préfecture, Ok, effectivement. d'accord. Donc là, c'est le chemin classique que normalement que les neuropsychologues sont censés suivre. C'est
C'est cela. Voilà, parce que moi, j'ai travaillé en Belgique, donc j'ai fait la même chose que toi en Belgique, et c'est pas la même chose. Parce que nous, on a des centres agréés, où on doit renvoyer le patient. Là, c'est un petit peu plus obligatoire, puisqu'il y a un arrêté royal là-dessus qui explique bien que suite à telle ou telle pathologie, on a une obligation de faire revalider sa conduite, donc pas le permis, mais en tout cas la conduite, via un organisme compétent. Alors, je sais que cet organisme, nous, soit ils prennent nos bilans si on les a faits avant, soit eux font un bilan avec des professionnels sur place, et ensuite, même principe, hein, c'est revalidé. Et en Suisse, c'est différent, parce que là, il y a suspension du permis direct, et en fait, les médecins sont censés prévenir le canton où vit la personne en disant que cette personne-là n'est pas apte à conduire pendant un certain laps de temps et qu'elle doit attendre de revalider certaines choses. Donc voilà, et c'est pour ça que tu disais que ça me faisait réagir quand tu disais que la loi elle n'était pas très très claire ou qu'elle n'obligeait pas. Quand on voit que dans d'autres pays très proches du nôtre, c'est une autre façon de faire en fait. Après, Alors effectivement, on a quand même un arrêté dans la loi qui stipule effectivement les différentes pathologies, les délais à attendre avant de reprendre la conduite. Et en fonction de la sévérité de la pathologie, il doit repasser par un médecin ou pas forcément. Le médecin gré pas préfecture ou pas. d'accord. En fait, c'est le médecin qui le reçoit qui peut faire un repérage des séquelles de la maladie. Et en fonction de ce qu'il repère, il peut nous envoyer ou pas la personne. Ok. D'accord. Après, on va pas refaire la loi, hein, c'est pas le débat. C'est pas le débat, et puis c'est pas notre corps de métier. Même si bon, on pourrait dire que effectivement, par expérience, on voit bien que peut-être qu'il manque quelque chose pour peut-être que les patients se rendent un peu plus compte. Ce serait qu'au niveau pénal, les patients risquent, en fait, ils ont un risque au niveau pénal, alors qu'en fait, on dit qu'ils sont pas obligés, mais ils sont censés aussi se rendre compte de leurs difficultés. Du coup, première question, c'est comment tu fais pour que les patients se rendent compte qu'en fait, ils sont peut-être en difficulté et il faudrait qu'ils fassent ces démarches. Parce que parfois, c'est pas simple. Oui, c'est sûr que c'est pas simple. Nous, on passe par un discours assez homogène entre les médecins et les différents thérapeutes face aux patients où on lui fait comprendre qu'en cas d'accident, si jamais il y a une responsabilité de sa part, l'assurance peut faire des enquêtes et à ce moment-là, s'il voit qu'il a eu une lésion cérébrale sans être passé par cette démarche, effectivement, il est engagé finalement. Donc on essaie d'avoir ce discours-là. Ça peut être assez violent quelque part, mais en fait, on est obligé de le confronter à ça. Finalement. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est tout le problème, il n'y a pas d'obligation, mais s'il y a un problème, c'est l'assurance qui dit qu'on a rompu le contrat, puisque quand on l'a signé, on était en pleine possession, on était sûr d'être en pleine possession de nos moyens, et suite à une lésion ou peu importe, on n'est plus en totale possession de nos moyens ou de nos capacités. Du coup, on n'est plus dans la catégorie du contrat. Après, il y en a certains qui vont chipoter en disant « Oui, mais on peut pas... Moi, j'ai jamais d'accident, ou alors, mais l'assurance n'a pas le droit d'enquêter, ce sont des choses privées. Mais... Et puis, les voitures sans permis aussi, je pourrais en prendre alors. Ouais. Il va trouver des... C'est ça. Mais et du coup, oui, effectivement, comme tu dis, d'avoir ce discours homogène aussi, c'est bien que ce soit à plusieurs niveaux, le médecin, les différents thérapeutes, mais aussi peut-être parfois d'être obligé, comme tu dis, d'être face à la réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu faire ce webinaire, c'est parce qu'on va aussi pouvoir donner des chiffres en termes d'amende, de risque au niveau aussi, on peut risquer de la prison. Faut pas non plus négliger ce genre de choses. Et, surtout qu'en ce moment, les débats aussi sur faire repasser le permis à certain âge, etc., sont des choses qui reviennent un peu très souvent sur le devant de la scène. Donc, je pense que toi, tu dois être beaucoup confronté à ces choses-là en disant que tu vois des populations aussi qui vieillissent de plus en plus. Et donc, quand tu combines vieillissement plus troubles cognitifs derrière suite à un AVC ou une lésion, pour certains patients, ouais, on est bien d'accord. Effectivement. Alors, donc,
Tu parlais de faire du test, justement ce test pluriprofessionnel, etc., qui est donc obligatoire, lui, qui est aussi écrit dans la loi en fonction des pathologies. Concrètement, ça consiste en quoi? Alors, le patient vient nous voir dans notre centre. Il a une première consultation avec un médecin NPR qui va repérer un petit peu les séquelles moteurs, cognitives, s'il y en a, et au niveau du champ visuel. Ensuite, il revient pour une évaluation sensorimotrice avec l'ergothérapeute et pour un bilan neuropsychologique avec moi. Il revient une dernière fois pour faire son évaluation sur route, donc avec la présence du moniteur, moi-même et l'ergothérapeute dans la voiture. Ensuite, après tout ça, donc on fait le compte-rendu, on fait une synthèse avec le médecin, on rédige le compte-rendu et on envoie le compte-rendu par courrier au patient. Si en tout cas l'avis est favorable, enfin nos observations sont favorables, dans la mesure où les observations ne sont pas favorables parce que peut-être qu'il y a une contre-indication au bilan neuropsychologique qui serait l'héminégligence, la NSU, ou au niveau du champ visuel, il y aurait une amputation, ce qui est aussi une contre-indication à la reprise de la conduite. Ou alors, si l'essai sur route n'a vraiment pas été concluant, dans ce cas-là, on envoie un courrier au patient pour lui expliquer ses points et pour lui proposer des préconisations. Reprendre une réhabilitation cognitive, reprendre des heures de conduite ou reprendre des entraînements sur simulateur. Enfin, essayer de discuter de tout ça un peu tous ensemble. D'accord. Donc, comme dans la loi, bien sûr, il y a des pathologies qui sont d'office, qui permettent, enfin, qui vont dire stop au processus. Donc, tu disais négligence ou un trouble sensoriel de la vue. Ça, voilà, on dit c'est logique. C'est logique. Pour les patients, peut-être beaucoup moins. Donc du coup, là, tu as déjà commencé à parler sur tout ce qui était un petit peu testing analytique et fonctionnel, puisque vous êtes en essai sur route, observation comportementale, etc. Et du coup, tu as déjà un peu répondu à la question que je voulais te poser après. C'était, est-ce qu'il n'y a pas une approche qui, quand même, est un peu au-dessus de l'autre dans la prise de décision? Bien sûr, ça va être l'essai sur route. D'accord. L'analytique, elle va peut-être orienter certaines choses à observer un peu plus durant l'essai sur route. Mais dans tous les cas, ça va être cette situation-là qu'on va prendre en compte. Parce que j'ai déjà eu des cas où il n'y a pas eu de NSU au bilan. Mais alors, quand on a fait l'essai sur route, le patient, clairement, avait cette NSU à ce moment-là. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais je reste persuadée que l'essai sur route n'est pas, comment dire, que ça va être le plus important dans notre évaluation. Ok. D'accord. Et alors après, tu disais qu'il pouvait aller demander des réentraînements, etc. Et tu as parlé de simulateur de conduite. Ouais. Vous en avez un sur place? Effectivement, on vient d'acquérir un simulateur il y a 1 an de ça. Ok. Et on est encore en cours d'apprentissage, on va dire. Ouais, vous essayez d'apprivoiser le... C'est ça. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des avantages? Je veux dire, juste, est-ce que, question comme ça, toute simple, est-ce que le simulateur ne peut pas remplacer l'observation sur route? Je dirais pas du tout, parce que dans tous les cas, ça ne reflètera pas la réalité du fonctionnement de la conduite. On peut, les avantages, c'est que on peut voir quels aménagements seraient possibles pour le patient, par exemple au niveau du cercle au volant ou de la boule au volant s'il y a besoin de mettre en place des aménagements, donc, avec les ergothérapeutes. Après, si effectivement le patient n'a pas conduit depuis longtemps, le mettre sur simulateur avant, ça peut peut-être réduire une certaine anxiété qu'il peut y avoir à ce moment-là. On peut comment dire, changer différents paramètres sur le simulateur, tout ce qui est luminosité, météo, tout ça.
ça reste un simulateur, quoi. Ça reste comme les patients aiment dire, un jeu vidéo. Et comme ils le disent eux-mêmes, ben, c'est pas la réalité, ça ne Ouais. reprend pas, je sens pas l'accélération, la décélération. Enfin, parfois, ils disent clairement qu'ils n'apprécient pas le simulateur et ils préfèrent la conduite sur route. Alors après, est-ce qu'ils n'aiment pas le simulateur parce qu'ils les met volontairement en difficulté et du coup ils se disent ouais Ah, mais il me le rend pas bien. ça c'est sûr, oui. Ça c'est tout, on a les mêmes patients. Voilà. Ça va. Ok, donc en fait je veux vraiment savoir ça parce que la question qu'on se pose aussi aujourd'hui en neuropsychologie pour la moderniser, c'est justement ces accès au simulateur. Ça se pose un peu la question, est-ce que le simulateur pour réentraîner, euh, tu disais qu'effectivement ça pouvait permettre déjà de diminuer l'anxiété avant peut-être de repartir sur route, peut-être aussi d'appréhender les adaptations qu'il va y avoir, de voir aussi si finalement bah, tiens, cette baisse de luminosité, ben, elle va impacter aussi les performances. Voilà, on va pas aller 4 fois dans la journée sur route ou attendre qu'il pleuve ou dans des régions comme la mienne attendre qu'il fasse beau parce que je suis plus au nord. Donc ouais, effectivement, ça permet aussi de pouvoir le faire de tout moment, à tout temps. Et aussi une question de sécurité, de rien. Parce que du coup, vous êtes quatre dans la voiture, le moniteur, il y a le patient, l'ergo, le neuropsy. D'un point de vue sécurité, c'est... Peut être effectivement, oui, Il y a eu, compliqué à... il y a eu des coups de stress des fois. Ah oui, on peut en Ouais. avoir effectivement. Enfin, Ou tout simplement de l'indifférence, et ça aussi, ça peut être inquiétant, mais ouais. on devrait, comme on dit avec les ergothérapeutes, on devrait peut-être avoir des primes de risque quand on fait les Ouais. effets spéciaux. J'allais te demander si justement tu avais des primes de risque, mais tu viens de répondre. Ah, c'est dommage. Mais bon, en même temps, ouais, on n'aimerait pas en avoir besoin, parce que ça voudrait dire qu'on n'est pas non plus un métier trop à risque, mais quand on est comme ça va. Donc après, tu disais sur le simulateur, justement, ces questions de paramétrage. Pour toi, c'est important de pouvoir justement paramétrer certaines choses. Eh bien, pour aider le patient à mieux appréhender comment dire, les différents paramètres, enfin, pour l'entraîner si besoin. Après, ça reste un simulateur et donc ce qu'il peut faire sur le simulateur n'est pas forcément transférable sur ce qu'il peut faire en conduite. Donc, dans tous les cas, ça ne remplacera pas ses compétences en conduite réelle, quoi. D'accord. Mais du coup, est-ce que si on se projette un peu dans le futur avec le développement des technologies, etc., est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on pourra arriver à quelque chose de proche ou en tout cas qui ferait en sorte que ben, peut-être que justement ces petites pertes d'accélération, de décélération, on pourrait peut-être les créer sur des fauteuils, le côté immersif soit plus puissant et que du coup, ben, conduire sur route ou conduire sur simulateur, alors, les mêmes sensations. Je pense que physique, la conduite, ça reste une sensation spécifique, mais en tout cas, essayer de les reproduire. Tu penses qu'on pourrait arriver à ce genre de choses plus tard? Je pense qu'il y a des modèles de simulateurs qui sont plus immersifs que celui qu'on a, dans le sens où Ouais, celui qu'on a, on n'a que le coffre et avec le volant et puis trois écrans devant. Et il y a d'autres simulateurs où le patient rentre vraiment dans un habitacle. ah Et ouais, là, ce serait effectivement plus immersif avec les sièges qui vont vibrer, hmm, le mot de vitesse qui va vibrer. ouais. Je pense qu'il y a moyen effectivement de faire beaucoup plus immersif. Alors après, là, du coup, on va rentrer dans une question de budget, c'est que ça doit être des choses complètement différentes, on est bien d'accord, quoi. Je pense qu'il y a des choses qui sont plutôt spécialisées pour du jeu vidéo ou des salles d'arcade, par exemple, Ouais. que dans des centres de rééducation où, ben, voilà. Ça reste de toute façon une utilisation ponctuelle, enfin, on va dire ponctuelle, ce qu'on fait en centre. Peut-être que pour une utilisation plus intensive, le budget serait... Oui, un centre dédié qui ferait, admettons, que ça, quoi. Ouais, c'est ça, Ok. Ou des auto-écoles, par exemple, qui par pourraient... exemple. Ok. D'accord. Donc, pour toi, quand même, utiliser ce genre de technologie... Alors après, dans l'idéal hein, du paradigme, du meilleur paradigme, etc., pour toi, ça peut être une bonne alternative quand même à la conduite. Enfin, à l'aide à la reprise de la conduite. Oui,
Oui, je pense que ça pourrait être une bonne alternative dans le sens où notre rééducation qu'on fait en centre, elle est clairement plus analytique qu'autre chose. On essaie de développer des prises en charge écologiques, mais de pouvoir proposer un outil où on peut changer les paramètres, où on peut développer un environnement immersif et où le patient peut quand même essayer de se projeter sur ce qui pourrait se faire en vie réelle. Effectivement, ce serait intéressant. Très bien. Bon, je vais pas te retenir plus longtemps. On va pouvoir couper cet enregistrement. Donc, bah, merci pour ta participation et pour ton témoignage. Je pense que ça va permettre à beaucoup de se poser des questions ou peut-être de trouver des réponses. Et donc voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Au revoir.